américain est l'auteur d'attaques quotidiennes contre la presse, souligne RSF. Dernier fait d'armes en date, un décret signé ce jeudi où Donald Trump demande l'arrêt du financement de 2 médias publics américains emblématiques, la télévision PBS et la radio NPR. L'économie du secteur est aussi mise à mal par les GAFAM, dont les plateformes Google, Facebook et autres, largement non régulées, participent à la prolifération de contenus manipulés ou trompeurs. Le gel des fonds de l'agence américaine de développement USAID pèse aussi sur une centaine de médias dans d'autres pays et contraint certains à fermer, notamment en Ukraine. Des pressions économiques qui sont moins visibles que les exactions physiques contre les journalistes, mais qui constituent une entrave majeure à la liberté de la presse, insiste Reporters sans frontières, qui cite aussi la Tunisie, l'Argentine, le Nicaragua ou encore Haïti, où la liberté de la presse ne cesse de reculer. Anne Verdaguet du service économie de RFI. En France, 21 suspects sont présentés à la justice ce vendredi après une série d'attaques ayant visé des prisons et des agents pénitentiaires. 2 d'entre eux sont mineurs, ils ont moins de 18 ans. 7 autres sont déjà incarcérés, c'est-à-dire qu'ils se trouvent déjà derrière les barreaux. Les enquêteurs ont pu confirmer que le narcotrafic, le trafic de drogue, était bien derrière ces violences. C'est le plus grand navire, le plus grand bateau électrique du monde. Un immense catamaran long de 130 mètres a été mis à l'eau par un constructeur australien. Il sera alimenté par des batteries et par un système de stockage de l'énergie. Il est bientôt 18h10 à Paris, 16h10, temps universel. Fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur françaisfacile.rfi.fr. Merci d'écouter la radio du monde. Le prix théâtre RFI. Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour. Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, il est encore temps d'envoyer vos textes avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr. Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports en cette fin de semaine pour bien refermer une semaine riche en événements sportifs notamment avec de très beaux matchs. Nos amis du vendredi sont là et je vous les présente tout de suite parce qu'ils répondent à l'appel et ils sont à l'heure, ponctuels. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie. Pas d'embouteillage, pas de problème. Il y a un embouteillage parce que j'étais obligé là d'aller voir justement mon couturier et je lui ai dit... Vous vous rendez compte que j'ai trouvé que Xavier Barra avait déjà volé ma veste. Les jumeaux. Bonjour Xavier. C'est vrai qu'il faudrait que vous échangez des messages là pour pas vous habiller de la même manière. Oui, mais j'ai peur de trop le chambrer sur les résultats du Real Madrid. Voilà. Avec Benjamin en général, c'est l'originalité. Vous pourrez pas lui ressembler. Bonjour Benjamin. J'essaye toujours de pas faire comme eux. Finalement, les deux ils s'entendent. Hein. Ils font semblant de pas s'entendre, mais ils s'envoient des messages avant l'émission. Et puis c'est vous qui ferez l'arbitre entre nos deux amis qui ont toujours beaucoup de choses à se dire et beaucoup d'arguments contraires. Et puis Frédéric, bonjour. Bonjour Annie. Alors Frédéric, bonjour tout le monde. Les auditeurs, j'espère, sont au rendez-vous. Ah mais j'étais impatient. Hein. Ouais. Le Facebook Live, c'est parti, les messages qui arrivent. Alors, il y a des petits mots-clés, je ne suis pas certain de tout comprendre. Là, Lamine, Yamal, bon, je vois pas de quoi il parle. Vous voyez pas. Je pense que c'est pour chambrer quelqu'un. On y viendra. Qui s'appelle comme ça? Dans les débats du jour, en tout cas, nous commencerons par ce suspense garanti en vue de la finale de la Ligue des Champions. Les matchs retour, on les attend. L'Inter qui a frappé un grand coup en Catalogne, nous offrira-t-il face au Barça un même scénario épique? On est impatient donc, comme à Paris où les Gunners qui comptent un but de retard vont essayer de s'imposer devant le Paris Saint-Germain. En Ligue Europa, les exploits de Manchester United, les Red Devils invaincus en Europe et en perdition en championnat. Comment expliquer
ces deux visages d'une même équipe. Les 125 ans de l'OM, un vélodrome en fête ce soir, alors que les Marseillais doivent conforter leur place de dauphin de la Ligue 1. Et ce sera à Lille, au cours du week-end, face aux Dogs. Et puis, adios Manolo, le supporter emblématique de l'équipe d'Espagne, ne tapera plus sur son tambour comme il l'a fait durant 40 ans. Il faisait partie de ces supporters sympathiques en tribune. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. Pour ce qui est des réalisations des moyens vidéo, nous avons Yann Bourdela et Steven Esli. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Marc-Vivien Fouet, ambassadeur du ministère au Cameroun. Prix Marc-Vivien Fouet, RFI France 24. Et l'on commence par le compte à rebours de ce prix Marc-Vivien Fouet du meilleur joueur africain du championnat de France. Le nom du lauréat vous sera révélé le 12 mai prochain. Mais dès lundi, dans Radio Foot International, ceux qui seront à l'écoute avec Hugo Moissonnier découvriront les noms des 3 derniers finalistes. Alors, ce sera évidemment dans le désordre, puisque on ne vous dira pas encore qui sera l'heureux vainqueur. Sur la liste, il y a 12 noms potentiels, et parmi ces 12 joueurs, il y a 3 Ivoiriens. Eh bien, c'était l'occasion pour Victor Missistrano, notre reporter, de demander à un joueur international ivoirien, un certain Jean-Philippe Crasso, qui joue au Paris FC, l'autre équipe parisienne, pour qui il aurait voté, et voici sa réponse. Déjà, s'ils sont 3 nommés sur les 12, déjà je suis pour eux tous, déjà pour commencer. Les 3 les gars, je suis derrière vous. On est ensemble sur la Côte d'Ivoire. Ensuite, on m'a dit il y a Yaya, il y a Ahmed Traoré et Evan Guessant. Par élimination, j'enlève le gardien parce que, voilà. Mais dans le football, Yaya, tu connais, tu m'excuseras. Et maintenant, entre Ahmed et Evan, c'est très compliqué. Parce que voilà, les deux, ils ont d'énormes qualités. Et pour les savoir vivre au quotidien, c'est très fort. Donc, je vais dire, elle va aller sur celui qui a le plus de stats. Evan Guessant. Je mets mon vote sur toi. Faut pas faire, tu n'as pas gagné. On vote pour toi, toi tu gagnes pas. On se revoit plus tard. Bon, et à préciser que Jean-Philippe Crasso ne vote pas encore. Oui. Il fait pas encore partie de notre jury. En tout cas, c'est intéressant, c'est que Jean-Philippe Crasso, la liste est sortie il y a quelques heures pour l'UNFP, les trophées remis chaque année. Eh bien, il est parmi les meilleurs joueurs de la Ligue 2. Jean-Philippe Crasso, dans cette équipe qui a toutes les chances de monter en Ligue 1 et peut-être bien directement. On le saura au cours du week-end. Enfin, parce que sur les 6 dernières années, ils ont été 4 fois barragistes, le Paris Football Club, et ils n'ont jamais réussi à monter. Et là, il y a un vrai projet qui est intéressant à suivre. En tout cas, rendez-vous lundi donc pour le trio finaliste. Mais nous, on va vous parler maintenant de Ligue des Champions. Alors j'imagine que les jeunes qui ont vu les matchs au cours de la semaine et surtout celui mercredi soir ont dit demi-finale de ouf. C'est vrai qu'on a eu des spectacles de fous durant ces 2 soirées avec ce dernier carré de la Ligue des Champions, du spectacle, de l'émotion et donc du suspense garanti au retour. Le match a sans doute eu lieu, le match qui a eu lieu mercredi soir avec ses 6 buts et son score de 3-2 entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. On a eu la fougue de la jeunesse, Blaugrana, excusez-moi, et de Lamine Yamal, sa fougue. C'est peut-être la foudre... pour moi, surtout sur ma gorge. Et ils n'ont pu dominer l'expérience italienne des Nerazzurri puisque le Barça a toujours été mené au score. Les 2 équipes vont se retrouver mardi soir à Milan. Et la question qu'on se pose et qu'on voulait vous poser à vous d'abord, Benjamin Mukanjo, est-ce qu'on peut s'attendre à un scénario identique au match retour ? Oui. Forcément, moi, avant ce match aller, je n'aurais pas cru que le score soit aussi important. On avait, notamment la semaine dernière, déjà à peu près évoqué cette affiche-là. On savait que l'Inter, c'était un bloc inquiet pour l'Inter. Difficile. Moi, j'étais plus inquiet même pour Barcelone parce que l'Inter, c'était un bloc difficile à manœuvrer. On savait que c'était 2 lignes de 4 difficiles à bouger, ce système que Inzaghi met en place. Mais de l'autre côté aussi, on savait que Barcelone avait peut-être les clés pour pouvoir bousculer cette équipe de l'Inter, mais de la bousculer jusqu'à ce niveau-là.
je ne m'y attendais pas forcément, et d'autant plus qu'il y avait l'absence de Lewandowski qui pèse énormément, mais surtout qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit un jeune de 17 ans qui a la clé de ce match-là, qui sonne la révolte, qui a le comportement d'un adulte, d'un joueur qui a de la bouteille, même s'il a fait son 100e match, mais il n'a que 17 ans, il nous a montré tout l'étendue de son talent. Moi, j'ai été bluffé, j'étais déjà bluffé depuis un moment, mais là, de voir demi-finale de Ligue des Champions, pas de pression, de jouer à ce niveau-là, ben, c'est le niveau des plus grands, c'est le niveau de Messi, c'est le niveau de Ronaldo. Donc, je pense que ce match-là, il est ouvert. Il est ouvert parce que les deux équipes doivent absolument gagner. Un match nul, et c'est pour ça que ça a été important, la règle du but à l'extérieur qui a été retirée. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on est moins dans le calcul en cas d'égalité. Il faut gagner forcément pour passer. Donc, je suis persuadé qu'on va assister à un match aussi spectaculaire qu'on l'a eu mercredi dernier. Xavier, on s'est régalé, mais c'est vrai que dans le monde du football et en demi-finale, on se dit que c'était incroyable. Autant de buts, presque un box-to-box. On craint même que le match retour ne soit pas aussi plaisant. Je crois que c'est la 4e fois dans l'histoire des Coupes d'Europe qu'il y a eu un 3-3 à ce stade de la compétition. Donc, c'est vraiment un match assez extraordinaire. Alors, le Barça mené au score, ça leur est déjà arrivé plusieurs fois cette saison, notamment contre l'Atlético en demi-finale de la dernière Coupe d'Espagne. Ils étaient menés 2-0, finalement ils sont revenus, ils ont pris l'avantage 4-2 pour finir à 4-4. Donc ils nous ont déjà fait des matchs comme ça un peu fous. Un peu fou, oui. Voilà. Donc, mais là, en demi-finale de la Ligue des Champions contre un Inter qui a cette réputation d'être une équipe hyper rigoureuse, c'est vrai que c'est un résultat tout à fait inattendu. Maintenant, moi je pense que le Barça est quand même un petit peu au-dessus de l'Inter. On l'a vu notamment lorsqu'ils ont enflammé le match, malgré les absences et notamment celle de Lewandowski. On voit que cet Inter, il s'arc-boute sur ses principes de jeu. Ils ont une réussite maximale, 3 frappes cadrées, 3 buts. C'est leur marque de fabrique. Mais le Barça... Oui, peut-être. Mais bon. Non, mais bon, ils en ont mis 4. Hein. Non, il y a eu 3-3. Oui, mais la VAR, on a refusé pour... Imaginez si c'était Real. Oui, imaginez si c'était Real. Qu'est-ce que ce monsieur allait faire ici? Imaginez. Annie n'allait même pas parler. Il allait commencer. Le Real, justement, c'est des voleurs. Puisque tu me tends la perche, nous dire. Puisque tu me tends la perche, on voit l'image derrière. À Madrid, le but de Dumfries, il est refusé. S'il te plaît. Il est refusé. S'il te plaît. Il est refusé pour jeu dangereux. Il est refusé pour jeu dangereux parce que le pied de Dumfries, il arrive à ça de la tête de Pedri. Donc, à Madrid, ce but, il est refusé. Bon, voilà. Mais à Barcelone, on le valide quand même pour l'adversaire. On aura un match retour et on aura aussi des absents importants de chaque côté, puisque Jules Koundé, vraisemblablement, il est blessé, ne jouera pas de l'autre côté, et en plus de Lewandowski, et puis de l'autre côté, Lautaro Martinez, les deux étaient sortis d'ailleurs avant la mi-temps, et ils ne joueront pas. Est-ce que pour vous, le Barça, alors, Barça ou Inter, vous avez en face là le choix, chacun a prêché pour sa paroisse. Première des choses, j'avais déjà dit ici qu'une grande équipe, c'est d'abord la défense. Et je disais que le Barça allait craquer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de nous parler quand même d'un but, soi-disant avec un microscope qu'il fallait vérifier le hors-jeu. Mais toujours est-il que chaque fois, c'était un danger. Alors qu'à une certaine période, même quand je vois la deuxième mi-temps, il faut savoir que ce Barça donne beaucoup d'énergie à la première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, c'est exactement ce qui s'est aussi passé avec, bien évidemment, Dortmund. Vous avez vu comment est-ce que le Barça a été secoué par Dortmund. Donc aujourd'hui, j'ai dit, c'est bien beau, tout le monde est là, on s'extasie. Oh là là, le Barça joue un football chatoyant. En fait, c'est vrai que on se souvient de l'Inter contre le Bayern, justement, où ils les ont dominés à l'aller et ils les ont maîtrisés au retour. Au retour, donc, pour moi, aujourd'hui, je crois quand même que lorsque je regarde cette équipe du Barça, elle est beaucoup vulnérable et je crois d'ailleurs que lorsqu'on verra certaines phases de jeu, surtout à la deuxième mi-temps, parce que le Barça va dominer à la première mi-temps. C'est-à-dire ils font toujours un pressing. Bah là, ils n'ont pas fait ça. Hein. Non. Ils ont fait le pressing. Ils ont fait le pressing, sauf qu'ils ont raté la première occasion et directement une équipe d'Inter qui n'avait pas marqué depuis 3 matchs a réussi à marquer 3 buts au Barça.
Mais c'est pas difficile de marquer contre Barcelone. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui. Même si Benjamin le dit. Et même quand Lautaro. C'est difficile de les battre. Et même quand Lautaro. Non, mais on te dit bien que à moins 1, ils étaient sortis par Dortmund. Quand tu dis que c'est difficile de les battre, ils ont pris 3-1. Il ne faut pas dire ça. Oui, mais le Real a gagné combien de matchs contre Barcelone cette saison? C'est pour ça que je dis que. Le Real a gagné combien de matchs contre Barcelone cette saison? Donc, Rémi. Donc, pour moi, je vois l'Inter. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose. En 2010, je me souviens d'un Inter qui était comme ça, arc-bouté dans sa défense. Ouais. Et vous vous souvenez, c'était contre le Barça. Et c'était Mourinho. Et d'ailleurs, ils ont joué en infériorité numérique. Et ils ont réussi à tenir ce Barça et à se qualifier. Là, c'est le Barça qui était en infériorité. Donc, j'ai dit bien que... mais Anis, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut aussi tenir compte du contexte. On a parlé du Bayern, l'Inter avait gagné à l'aller. Il devait garder ce score-là. Là, aujourd'hui, il y a égalité. Pour moi, il y a 0-0. Ouais. Donc, l'Inter, quelque part, est obligé aussi d'aller marquer pour gagner. Donc, aujourd'hui, c'est du 50-50. Donc, si l'Inter avait gagné ce match aller, j'aurais dit que ça aurait été difficile pour Barcelone parce que la défense, elle devait être en place comme elle le fait souvent. Mais là, l'Inter est obligé d'attaquer. L'Inter est obligé, à un moment donné, de sortir aussi pour essayer d'aller marquer ce but-là qui doit les permettre de gagner. Donc, moi, je suis sur du 50-50. Donc, j'attends quand même de voir. Je ne vais pas aussi être franc comme Rémi. Non, moi, je suis sur du 51-50. Une question subsidiaire, Xavier, rapidement. Mais comment, par exemple, l'Inter, qui est encore en course, ils ont perdu la tête du championnat, ils vont jouer ce week-end, ils reçoivent les Las Vérone. Comment on a vu que Inzaghi voudrait remplacer 9 joueurs sur les 11 titulaires qui étaient à Barcelone? Comment on prépare ce genre de match? Et de même, Barcelone joue le titre aussi avec le Real. Oui, mais c'est des clubs qui sont préparés pour ça. C'est des grands clubs avec des effectifs importants. Alors, effectivement, de temps en temps, il y a des blessés. C'est vrai que l'Inter, Lautaro et Pavard sont pas là. Donc, c'est quand même des joueurs importants. Pavard, oui, il faut voir. Mais bon, à Barcelone aussi, il y a Lewandowski qui est absent, peut-être Ter Stegen va revenir. Donc, mais ça fait partie de la vie des grands clubs. Ils composent avec. Ils ont des objectifs. Ter Stegen n'est pas inscrit. Je crois que celui qui est là, c'est bel et bien, il n'est pas inscrit en Ligue des Champions. Non, mais en championnat, ce week-end. Oui, ce week-end, il le laisse au repos. Mais Lewandowski, il sera là pour le match retour de la Ligue des Champions. Baldé a repris les entraînements. Et Ferran Torres est très bon. Tout ça, ils ont des effectifs. Tous les postes se sont doublés, donc ils ont l'habitude de jongler avec ce genre d'impératif. Le seul inconvénient pour l'Inter comme pour Barcelone, à la différence du Paris Saint-Germain et 1 degré moins d'Arsenal, c'est que eux, ils jouent le titre, comme vous le dites. Donc ils ont des priorités, ils ont des priorités avec lesquelles ils doivent composer, et là c'est plus difficile pour le coach de gérer. Les petits messages, les auditeurs, les téléspectateurs. La défense de Barcelone, c'est du tamis, nous dit Fiston Pigna. Le Barça ira tout renverser. Giuseppe Meazza, c'est Nisako Andé Gnanore qui nous dit ça. Et puis, on voit bien que Rémi s'est converti, c'est ce qu'on semble dire, là, Jaffer Ondongo, Rémi, nouveau supporter, Rémi, de l'Inter de Madrid. Voyons. Ah, mais ne vous en faites pas, nous sommes en train d'analyser un match et j'avais déjà dit que... objectif. Je suis objectif, c'est-à-dire que j'ai constaté et j'avais déjà annoncé que ce Barça-là allait encaisser et il a bel et bien encaissé. Et voilà. Rémi, mercredi soir, au Parc des Princes, les Parisiens, eux, ils joueront contre Arsenal. On les a vus impressionnants de maîtrise, même si le match était moins spectaculaire sur le nombre de buts. Mais on les a vus impressionnants. Ils ont marqué tôt, ils ont conservé le résultat. Ils ont un but d'avance. Comment peut faire Arsenal pour s'imposer? Est-ce que vous y croyez? Je peux y croire. Je peux y croire parce que je peux vous dire que la deuxième mi-temps de Paris n'a pas été bonne. Ouais. C'est-à-dire que lorsque nous sommes à la première mi-temps, c'est 70% de possession. Et finalement, le match finit à 47-53% de possession. Et puis, Arsenal se fait d'ailleurs beaucoup plus d'occasions et beaucoup de corners. Et je crois que ce pari a flanché physiquement. Et là, il y a autre chose, un autre élément qui va entrer en compte. C'est que Arsenal
généralement, et d'ailleurs, ils ont dominé le Real Madrid au niveau du milieu de terrain. Cette fois-ci, ils ont été dominés non seulement par Vitinha, parce qu'il manquait Thomas Partey. Donc c'est lui-là qui peut faire ces liens-là et tout. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, oui, Paris, même au match aller, en octobre, le 1er octobre, avait gagné, avait perdu, mais Paris avait la possession. Mais Arsenal, sur les moindres occasions, marquait le but. C'est pour ça qu'il y a un proverbe africain qui dit il n'y a pas de petit ennemi. Pas de petit ennemi, mais peut-être un écart un peu petit, un peu trop petit, un but d'avance, Benjamin. Oui, aujourd'hui, un but d'avance, ce n'est pas garanti de se match, qualifier. Un penalty et d'autant plus que quand même, ils vont rencontrer une équipe qui a déjà montré qu'elle était capable de renverser ce genre de situation. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Rémi. Hein. Moi aussi, j'ai trouvé Paris très, très bon en premier mi-temps et en deuxième mi-temps en difficulté, surtout sur le plan physique. Même dans la tenue du ballon, quelque chose qui est un peu l'ADN de Luis Enrique. Mais il faut aussi souligner quand même, Donnarumma, il a été encore très très bon lors de ce match-là. Parce qu'il a fait des arrêts. À Martinelli, l'arrêt qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais et pas seulement ça, et aussi trop ça. Oui, donc c'est pour dire que pour moi, encore comme ce match de l'Inter, je suis encore dans du 50-50 parce que pour moi, c'est pas défini. C'est vrai, Annie, parce que je sais qu'Arsenal, là, on a très peu vu Bukayo Saka, par exemple, sur ce match aller. Paris avait fait le plus dur, mais non. C'est possible qu'on le voit un peu plus avec Partey qui va venir renforcer ce milieu de terrain. Merino qui sera un peu plus haut, le rôle qu'il joue depuis le début de la saison. Donc, et justement, Xavier, peut-être un handicap pour le Paris Saint-Germain, peut-être ce serait Dembélé, on n'est pas certain qu'il puisse participer. Or, on voit l'importance de ce joueur. C'est non seulement lui qui marque, mais qui est aussi un peu chien fou sur un terrain, au point de rendre fou les défenses adverses. Maintenant, il y a un élément important, c'est que le Paris Saint-Germain, lui, a gagné. Donc s'il y a 0-0, s'il y a match nul, ils vont en finale. Oui, mais Paris ne sait pas jouer derrière. C'est pas dans la nature du Paris Saint-Germain, c'est pas non plus tellement dans celle d'Arsenal d'ailleurs. Donc on devrait encore avoir un match spectaculaire. Maintenant, je partage les analyses qui ont été faites. On a vu le même match pour une fois. Le Paris Saint-Germain a dominé la première période et a eu beaucoup de mal en deuxième. Là, le retour au parc avec le soutien du public contre une équipe d'Arsenal qui doit prendre l'initiative du jeu, doit absolument marquer au moins une fois. Je pense que le PSG, moi, je lui donne un petit avantage. Plutôt du 60-40 pour le PSG. Jimmy Thiam nous dit cette année, Paris est fort. Normalement, ça doit passer. Un match spectaculaire, ça c'est Congolais de Guinée, c'est son petit pseudo. Il voit un match nul style Barcelone-Inter, 3 partout. Attention au coup de pied arrêté. Il y a un but sous coup de pied arrêté qui est hors jeu, bien sûr, mais là aussi c'était microscope. Sur les coups de pied arrêtés, c'est vraiment bien travaillé. Et là, on a vu pour la première fois, moi je n'ai pas trouvé Hakimi bon. Mendes a été beaucoup dépassé dans beaucoup de duels et c'est justement aussi ce que tu viens de signaler là, que 30% des grands matchs dans des compétitions comme ça viennent des coups de pied arrêtés et Paris a été beaucoup en difficulté dans ce secteur-là. La Ligue des Champions nous enchante, mais il y a aussi la Ligue Europa et hier soir, il y avait beaucoup de spectacles. Un générique qui est bien de la Ligue Europa, la Ligue des Champions. Vous savez ce à quoi je fais référence. En tout cas, des Red Devils, des Diables Rouges de Manchester United qui n'effraient personne en Première Ligue. Ils naviguent entre la 10e et la 15e place. Ils ont, je crois, plus d'une quinzaine de défaites. Et une équipe qui, sur la scène européenne, est incroyable, arrive invaincue en demi-finale. Et hier soir, ils ont fait la loi à San Mamés, dans un stade réputé chaud, où là aussi l'Athletic Bilbao était invaincu. Ils les ont battus, ils les ont humiliés, 3-0, un score final. Comment expliquer, Xavier Barré, cette équipe mancunienne à 2 vitesses? Hier, on a vu briller Casemiro, Maguire, tant critiqué, qu'on a vu aussi faire des passes décisives. On a vu Bruno Fernandes, le capitaine, faire inscrire un doublé. Comment expliquer ces deux visages un peu Dr Jekyll et Mr Hyde
d'une même équipe. On ne va pas parler de l'arbitrage, même si les Espagnols en parlent beaucoup ce matin. Parce que oui, avec les conclusions. Il y a quand même eu un carton rouge tout à fait justifié, puis après un carton rouge oublié. Bon, bref, alors sur une action, sur la même action. Donc, voilà. Bilbao a joué 1h10. A joué, voilà, en infériorité numérique, donc forcément, ça a aidé un peu Manchester United. Mais maintenant, c'est vrai que ce que vous dites, je pense, ce sont des très grands joueurs à Manchester United. L'effectif est quand même il n'y a que des joueurs de très haut niveau. Après, ils ont du mal à faire une équipe. Ils ont encore changé d'entraîneur, on le sait, en cours de saison, avec une philosophie complètement différente, ce qui est arrivé Ruben Amorim du prédécesseur, le néerlandais Ten Hag. Donc, du coup, pour une épreuve comme le championnat, qui se joue sur la durée, où il faut de la régularité, eh bien, Manchester United est passé à côté. En revanche, quand il y a des coups à jouer comme ça dans une Ligue Europa qui est quand même la 2e division européenne, donc déjà Manchester United part a priori avec un avantage par rapport à ses adversaires, eh bien ces joueurs-là, ils se retrouvent et puis ils savent une chose, c'est que le vainqueur de la Ligue Europa, il va en Ligue des Champions. Donc vous pouvez être 14e du championnat d'Angleterre et vous qualifier par la Ligue des Champions par le biais de la Ligue Europa. 6 clubs anglais en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est ce qu'il a dit en plus à Amorim. Donc ils ont compris ça depuis quelques mois et ils le jouent à fond. Ils l'ont dit en plus, Amorim, il a dit lors de son interview après le match face à Lyon, il a dit que le fait qu'aujourd'hui ils ne sont pas menacés de la relégation, ils ne descendront pas. Ben, pour eux, aujourd'hui, c'est une priorité de pouvoir gagner cette Ligue Europa. Mais je crois qu'il faut aussi souligner les adversaires qu'ils ont eu, le parcours qu'ils ont eu. Quand on regarde, ils n'ont pas forcément affronté un adversaire à part Lyon et aujourd'hui Bilbao, qui sont bien évidemment des gros adversaires. Ils ont été vernis aussi par le tirage, ça aussi on peut le dire. Après, c'est vrai que les matchs, il faut aller les gagner à l'extérieur. Il faut aller réussir à prendre des points. Ce n'est pas la grosse équipe de Real Sociedad. Cette saison, on voit un peu en championnat. Mais effectivement, je suis d'accord avec Xavier, c'est une belle équipe. L'équipe, elle est constituée pour pouvoir jouer des grandes compétitions. Ça ne marche pas en championnat depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un mal qui est profond. Je pense que la saison prochaine, Amorim, il va réformer un peu tout ça. Il y a des joueurs qui vont partir, il y a d'autres qui vont arriver, il y a d'autres qu'on va garder. Mais bien évidemment, pour sauver la saison aujourd'hui de Manchester, c'est pas d'arriver seulement en finale, mais d'aller gagner cette Europa League. Juste Annie, Paulin Anama, il est à Yaoundé et il souligne qu'hier, il y a un gardien qui n'a pas pris de but. Hein. Un certain André Onana. Un certain Onana. Rémi, vous avez été surpris que l'Atlético soit un peu piétiné comme ça hier soir. En plus, ça a duré très peu de temps parce qu'en deuxième mi-temps, à la mi-temps, le score est 3-0. Ils prennent plus. Mais notamment les frères Williams, dont on parle beaucoup. Le jeune Nico Williams qu'on avait vu en Ligue à l'Euro, si bien s'entendre avec Yamal. Et là, ça n'a pas marché. Je voulais d'abord signaler que Onana a effectué combien d'arrêts? Si vous n'avez qu'un seul titre. Alors c'est pour ça que je dis que Bilbao a été nul. Il y a eu des matchs où il n'a pas fait d'arrêt, il a pris des buts. Alors aujourd'hui, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu peut-être 2 petits sauvetages à la ligne des défenseurs. Bon, mais en même temps, je dois d'abord mettre un petit bémol. C'est que 8e de finale, quart de finale, demi-finale, Manchester United a joué en supériorité numérique. Ce qui signifie que... C'est leur tactique. Voilà. Oui, ce qui signifie qu'Annie, vous savez, quand vous jouez en supériorité numérique, il est très difficile de vous juger. Bien sûr. C'est pour ça que je dis oui, peut-être si Lyon était une équipe tactique, Manchester United, on n'en parlerait plus. Mais ils ont péché tactiquement parce que le match était gagné. Ils étaient en train de gagner Manchester United en infériorité numérique d'ailleurs. Donc pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je constate tout simplement que ce Manchester United-là a donc gagné 6 matchs de Premier League avec le nouvel avec Amorim. Et puis 7 de la Ligue Europa, dont 3 en supériorité numérique. Donc en réalité, j'attends encore regarder et surtout, je veux voir au niveau de la finale. Mais une chose est sûre, c'est que c'est bien la façon qu'il croque parce que je vais souligner 2 choses ici. À savoir d'abord que Casemiro, la renaissance, on sait que sur les 13 matchs, il avait à peine joué. Sur 9 matchs, il avait joué 13 minutes. Il est revenu comme le joueur le plus expérimenté. Et il y a bien évidemment celui qui, on peut dire, le grand capitaine aujourd'hui. Qui Bruno Fernandes. Voilà, c'est important de voir quand même que quelqu'un comme ça, là, il est déjà à 98 buts et 85 passes décisives pour un milieu de terrain. Donc, Manchester United
peut bien remporter, doit remporter cette coupe. Et d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit « Quand on n'a pas de la viande, on se contente de l'os qu'on vous jette. » Frédéric, il y a de la viande, il y a des œufs. Non, mais dans ces sur les 3 finalistes, 3 des 4 finalistes de ces 2 autres Coupes d'Europe seront des clubs anglais. Donc ça confirme que le Premier League... Si c'était Tottenham, ils sont aussi mal classés que Manchester United. Alors ça risque de donner du spectacle. On va avoir une belle finale. On verra. On n'y est pas encore. En tout cas, ça, c'était pour les compétitions européennes. Alors, une équipe qui, cette année, ne la dispute pas. Et pourtant, c'est celle qui fête ce week-end ses 125 ans. Je me souviens de ce but. De cette passe. De ce sourire. Je me souviens de tous ces moments, comme autant de pages d'une histoire à vivre. Ils ne sont pas sur la scène européenne cette saison. Ils ne sont plus les premiers depuis longtemps dans le championnat. Leur dernier titre commence à dater. À cet OM, c'était en 2010. À l'époque, il y avait encore Didier Deschamps comme entraîneur. Mais dimanche soir, les Marseillais seront en fête. Ils joueront certes à Lille pour conserver leur 2e place. Mais pour l'instant, ils sont surtout en train de fêter leurs 125 ans. Et au cours du week-end, eh bien, on aura un match de gala. Ça sera ce soir au Vélodrome. Alors, on annonce des beaux noms de cette équipe du passé. Robert Pires, Samir Nasri, Skobla, Sonny Anderson, Benoît Chéroux, Didier Drogba, Bafétemi Gomis ou encore Taïwo, Stéphane Biya, Charles Caboret. Allez-y, Mamadou Niang. Et oui. Non, mais oui. Alors, surtout, tous ces Africains qui ont marqué l'histoire de l'OM. Je vous propose de regarder, c'est Nabil Djellit, notre ami de l'équipe et de France Football, qui s'est amusé à établir un 11 de prédilection. Voilà, son 11 de légende à lui. Alors, je vous laisse regarder, mais bon, il n'a pas mis, quand même, pour certains, frustrés, Didier Drogba, qui n'avait fait qu'une saison, on s'en souvient. Et il n'a pas mis non plus Marius Trésor. Malgré tout... Il est peut-être né après 2010, Non, mais il en manque quelques-uns quand même. Hein. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est quand même un club qui fait toujours vibrer en France, Benjamin. Mais bien sûr. Malgré les... Oui, malgré le fait que ça fait des années où ils n'ont pas gagné de trophée, machin, on peut en dire pendant des années, mais Marseille reste si ce n'est le plus grand club français. On voit rien que quand Marseille se déplace, quand l'Olympique de Marseille se déplace dans une ville, dans un club, on voit tout ce que ça apporte autour. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai rêvé de jouer dans un stade comme ça. C'est des stades dans lesquels j'avais envie de fouler la pelouse, de jouer. J'ai eu la chance de jouer et de marquer d'ailleurs à Marseille. L'ambiance du Vélodrome, quand on est un joueur, on est porté par cette ambiance-là. Voilà, maintenant c'est important. Ils sont en train de faire une saison plutôt correcte, même s'il y a eu des hauts et des bas en championnat. Ils ont la possibilité dès ce week-end de peut-être quasiment valider cette 2e place et puis de permettre à l'Olympique de Marseille de revenir en Champions League. Parce que ce club-là, même pour le foot français, on a besoin, nous, ici en France, de retrouver Marseille en Champions League. Quand on connaît la ferveur, cette ville qui vit pour le football, j'espère qu'ils vont valider leur place en Ligue des Champions dès ce week-end. C'est les seuls qui l'ont remporté, on le sait, en 1993, cette coupe. Mais là, ils se battent pour rester 2e. Et c'est important dans le championnat de France parce qu'on est automatiquement qualifié pour le tour d'après. Xavier, là, il joue dimanche soir, ça sera à Lille. Et en fait, on se retrouve pour, en gros, 3 places de Ligue des Champions. Et on sait que le PSG a déjà conforté la sienne. Et il y a 6 clubs qui pourraient prétendre à ça. On a Nice, on a Lille, on a Strasbourg, Monaco et Lyon. Xavier sort ses stats. Non, mais on a une fin de championnat absolument passionnante. Le PSG champion, on le savait. Oui. Mais les places européennes, vous l'avez dit, 6 pour 3 places. Est-ce que vous croyez que ce Marseille-là, qui vient de se mettre au vert à Rome, là, je pense qu'ils sont allés se faire bénir. Ils voulaient se faire bénir par le pape, mais ils sont arrivés trop tard. Est-ce qu'ils ont mis toutes les chances de leur côté pour
Oui. Il y a 15 jours... Sinon, ils vont être dépassés. Hein. Lille est 2 points derrière seulement. Lille, de toute façon, Lille, sur la saison qu'ils ont fait, ils méritent aussi d'aller en Ligue des Champions. Mais bon, Lyon, Monaco... Eux, ils ont disputé la Ligue des Champions. Et on sait comment. Et Monaco aussi, d'ailleurs. Donc, tous ces clubs veulent aller en Ligue des Champions pour plusieurs raisons. D'abord, pour le prestige de la compétition, mais surtout pour des raisons financières. Il faut rappeler qu'en France, la Ligue 1 n'aura pas de diffuseur à partir de l'été prochain. Donc, ils vont créer une nouvelle chaîne. Enfin, c'est un sujet... Pour l'instant, il n'y en a plus. Oui, c'est un sujet un peu inquiétant pour les finances des différents clubs. Donc, aller en Ligue des Champions, avoir l'argent de la Ligue des Champions, c'est déjà la perspective d'avoir des rentrées d'argent importantes. Donc, pour l'OM, c'est vital, mais pour Lyon aussi, pour Monaco, pour tous ces clubs-là. Donc, il va falloir se battre. Et ce Lille-OM est pour moi vraiment l'ultime tournant de ce championnat. S'il y a aussi un Monaco-Lyon à venir... C'est un tour préliminaire de Ligue des Champions. Pratiquement, parce que celui qui gagne sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Et en cas de résultat nul, en revanche, le suspense restera entier. Or, les deux équipes se sont déjà rencontrées une fois en championnat à Marseille et une fois en Coupe de France à Marseille. Et c'est Lille qui a gagné. Et c'est Lille qui est passé en Coupe de France. Rémi, comment vous voyez ce match entre Lille et l'OM qui est si important, match de dimanche soir de ce championnat de France? Vous voyez un favori? Vous voyez un match nul? Je vois un favori comme Lille, même comme Marseille a toujours été l'équipe que beaucoup d'Africains portent. Elle voyage assez bien, Marseille. Oui, d'ailleurs, je conteste cette date de 125 ans. Pour moi. Mais vous savez, parce que avant, c'était... Non, avant, il y avait FC Marseille et ça change de nom. Oui. C'est-à-dire que René Dufort de Montmirail, c'est lui qui fait changer de nom en 1900. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est maintenant 125 ans. Ce n'est pas possible. Donc, bon, ok, supposons ça comme ça, mais ça existait déjà. Vous ne soufflerez pas les bougies. Maintenant, il n'est pas invité, d'ailleurs. Je voulais dire que Marseille est plus vieux. Marseille est plus vieux que ça, c'est-à-dire que c'est une vieille institution qu'il faut respecter, mais malheureusement, quand j'essaie de regarder un certain nombre de choses, aussi l'actualité, oui, les 2 derniers matchs de Marseille, ils marquent 9 buts. Ouais. Mais le problème, c'est que Marseille, à la première partie du championnat, partait faire des braquages à l'extérieur. Mais depuis, Marseille n'a presque plus gagné à l'extérieur. La preuve, c'est qu'ils ont subi une humiliation face à Monaco. Et quand on voit justement comment est-ce que Lille est revenu avec force, comment est-ce que Lille gagne tous ces matchs et comment Lille ne perd pas à l'extérieur. Lille aussi a eu un petit coup de mou à un moment donné. Mais tous ces 5 derniers matchs, tous ces derniers matchs, Lille gagne à domicile comme à l'extérieur. Ouais. Or, Marseille ne gagne plus à l'extérieur. Et bon, voilà. Et donc, Lille aujourd'hui, tu connais la règle. Chaque chien se transforme en lion devant sa cour. En tout cas, les 125 ans, ça a réveillé la nostalgie. Hein. Là, il y a tous les anciens noms qui remontent sur le Facebook Live. On parle beaucoup d'Abedi Pelé. Ah oui, alors Nabil l'a mis dans son 11 de légende. Là. Le corner de 93 pour la tête de Boli. C'est un club où il y a eu effectivement beaucoup de joueurs africains qui ont eu un rôle énorme. Les Marseillais donc ont intérêt à supporter leur équipe. Et puis, on imagine qu'ils seront très intéressés par PSG, Arsenal, la semaine prochaine. On se demande pour qui ils vont être supporters. Hein. Voilà, c'est ça. Allez, on continue et on termine en parlant du supporterisme, et notamment grâce à la figure emblématique d'un Espagnol. Adios Manolo. Nous aussi, on avait envie de lui dire au revoir à Manolo avec son bombo, sa grosse caisse, qui ne résonnera plus dans les tribunes pour encourager la Roja. L'Espagne a perdu son supporter le plus emblématique, Manolo, qui depuis 40 ans encourageait l'équipe espagnole et surtout assistait à ses exploits. Il avait commencé à être supporter en 1982 quand l'Espagne avait accueilli alors le mondial. C'était un personnage haut en couleur, on va dire, Xavier. Oui, très très populaire dans toute l'Espagne parce qu'en plus il n'était pas de Barcelone ou de Madrid, il était de Valence. C'est un peu neutre, c'est bien. Et pendant longtemps, la Roja ne jouait ni à Barcelone ni à Madrid, mais à Valence ou à Séville.
parce que justement, ça permettait d'avoir tout le public derrière elle. Et Manolo, donc, était un des emblèmes de cette Roja. Les journalistes et mes collègues de France Foot étaient allés le rencontrer dans son bar à Valence, parce que c'était devenu un personnage incontournable qui incarnait la passion autour de la Roja, mais aussi un peu les frustrations, parce que vous vous rappeliez qu'il avait commencé à incarner ce supporterisme bon enfant dans les années 80, et pendant 30 ans, il a supporté une équipe d'Espagne qui ne gagnait rien. En Afrique du Sud. Qui ne gagnait rien. Voilà. Et puis après, il y a eu ces 6 années fantastiques, 2008, 2010, 2012. C'est ça aussi, les supporters. Hein. Exactement. Et là, enfin, il a connu le succès de la Roja et de ce football qui aujourd'hui a conquis le monde entier. Et puis, il avait déjà eu des soucis de santé il y a quelques années. Et donc, on savait qu'un jour ou l'autre, il ne pourrait plus continuer à supporter cette équipe. Il avait 76 ans. Voilà. Et la sélection, d'ailleurs, a fait un message en saluant son rôle. Rémi, c'est le supporterisme. On avait envie de développer un peu ça, mais qui a bonne presse, qui est plutôt sympathique, ce genre de supporter. Peut-être que ça tient aussi plus aux sélections nationales. On pense à Clément d'Antibes, ce supporter français qui se déplace depuis 40 ans avec son coq. Il a maintenant 77 ans, mais on le voit derrière nous, son coq qui s'appelle Balthazar. Il y a aussi les Gaïndé, ces fameux... le 12e Gaïndé, c'est 7 Sénégalais qui portent les lettres Sénégal. J'imagine, on avait les infatigables du Burkina Faso. Et j'imagine qu'au Cameroun, c'est pareil. On a notre Ngando. Nous avons notre Ngando Piquet. Parce que vous savez que, en fait, nous, c'était pas d'abord les Lions Indomptables et l'équipe du Cameroun n'avait pas de nom. En 72, quand on perd, bien évidemment, contre le Mali, et voilà, en demi-finale, devant le président Amadou Ahidjo, Dieu a réuni son gouvernement pour changer de nom. Et c'est là où on va trouver le nom Lions Indomptables du Cameroun. Et bien évidemment, c'est là aussi on va avoir les clubs de supporters, des clubs de danse. Donc, quand on regarde en Afrique, Ngando Piquet, c'est une véritable mascotte. D'ailleurs, lui, aujourd'hui, il a 74 ans. Et il faut savoir que Ngando Piquet, souvent, contrairement à d'autres, par exemple, vous allez voir en France, Sanchez, ou Duchesne, c'est quoi, il s'appelle comme ça, qui est aussi un grand supporter là, mais qui est dans il vend ses cercueils, calmement il se fait du sou, mais les autres ils n'ont rien. Ngando Piquet, c'est-à-dire qu'il n'a pas de revenus, et du coup, par exemple pour la CAN, en Côte d'Ivoire, le gars a tracé par le Nigeria. Il est parti rester quelque part là-bas. Il a commencé à pleurer. Venez me sauver. Et on a réussi à faire qu'il aille là-bas. Pour rentrer, c'était encore un problème. Et donc voilà, il est malade. Et malgré tout, il dit j'irai au Maroc, même à pied. Quand on est joueur, on les sent, ces personnages qui s'enthousiasment. On les sent. Rémi parlait de Ngando, que moi j'ai connu quand j'étais en sélection, avec qui j'ai beaucoup échangé. Il venait quasiment à toutes les compétitions. Mais pour moi, ça, c'est des vrais supporters, ça. Parce qu'ils sont là quand ça va mal, ils sont là quand tout va bien. Tu parlais de ce supporter espagnol qui a mis 30 ans à attendre le premier titre. Vous voyez la patience. C'est ce que nous, on n'a pas quand on est devant notre télé. Hein, on veut tout de suite gagner. Mais je trouve qu'il en faut des gens comme ça encore. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais ces gens-là, le bien qu'ils font à la sélection et même au club, parce qu'il y en a aussi dans des clubs des gens comme ça, je trouve que c'est formidable. On a plein de petites images, des petits émojis. Là, on a des étoiles, des fleurs que nous envoient les auditeurs et des tambours pour Manolo. Mais oui, Manolo, l'image donc de la sélection de la Roja. Espérons que quelqu'un reprendra son fameux bombo. Allez, on continue, on termine par nos cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et vos cartons, chers auditeurs, sélectionnés par David Finzel avec toujours autant de délicatesse, mais aussi malheureusement, il faut choisir et on ne peut pas choisir tout le monde. Vous allez voir Mbappé être très dangereux et Vinicius, il va déchiqueter tout le guerrier là, parce que le Barça... Bonjour Radio Foot, c'est Ndari depuis N'Djamena. Aujourd'hui, j'adresse un carton vert à Benjamin Mukanjo pour ses commentaires et ses analyses sur le plateau. Rémi, s'il te plaît, un commentaire sur l'arbitrage du Classico. Et au passage, dans le désert de l'Arabie Saoudite, il faut aller récupérer Ronaldo. Bon café des sports.
Bonsoir le Café des Sports. Mon carton ce soir, il est rouge. Rouge à l'encontre de Florentino Pérez, que j'appelle le greatest president of all time. Malheureusement, face à des choix qui ont été mauvais dans la période récente et afin de les masquer, Florentino Pérez a décidé de passer en mode full populisme, de façon à syndiquer autour de lui les supporters les plus extrêmes. Franchement, il y a besoin de faire quelque chose pour qu'on arrête de cette dérive populiste dans le football et qu'on revienne non plus à un sport populiste, mais un sport populaire, le sport qu'on veut léguer à nos enfants et le sport dans lequel on a grandi. Merci, bonne soirée. Bonjour, c'est Abdul Aziz depuis Abidjan, carton vert. La meilleure équipe de moment que moi j'ai surnommé FC Dagbashi. FC Dagbashi, c'est FC Barcelone, l'équipe qui n'arrête pas de nous surprendre. Ils sont trop forts. C'est Dame Siloukoji depuis la ville de Kinshasa. Je donne mon carton vert à toute l'équipe de l'Inter pour leur match contre FC Barcelone. Je suis merveilleux, je vous appelle depuis la ville de Kinshasa. Je donne un carton rouge à l'Inter de Milan pour ne pas avoir consolidé son avantage à 2 reprises face au FC Barcelone. Rémi Ngono à la Madrid. Nikima Aminata depuis la Côte d'Ivoire. Carton vert à Lamine Yamal, carton vert à l'élu, au bébé God, à l'héritier du trône pour cette prestation XXL en Ligue des Champions. Chapeau Latis. Bonjour le Café des Sports, c'est Diallo Boubacar depuis Conakry. Je pense que certains beaucoup vont donner un carton vert à Lamine Yamal, ce qui sera à méditer. Mais moi je vais aller à contre-courant et donner un carton jaune à son père, qui nous a dit après le match exceptionnel qu'il nous a fait contre l'Inter, qu'on a vu que 10% de ce que son fils est capable de faire. Là c'est abusé les gars. Salut Radio Foot et à toute l'équipe. Moi, je suis Tidiane depuis le Mali, d'où RFI n'est plus écouté, mais les fidèles auditeurs trouvent toujours un moyen d'écouter et d'interagir directement avec Radio France Internationale. Moi, j'adresse un carton vert au FC Barcelone et à l'Inter Milan et aux arbitres et à l'UEFA Champions League, tous d'avoir réuni leurs forces pour nous offrir une demi-finale historique en Champions League. Bon Café des Sports. Salut Café des Sports, c'est Diedon Zengo, Congolais vivant aux États-Unis. Je donne un carton jaune à l'UEFA pour avoir supprimé la règle du but marqué à l'extérieur. Je pense qu'une équipe comme Inter de Milan, après avoir marqué 3 buts face au Barça, ils doivent quand même avoir un avantage. Je pense qu'Isabelle Barré, tu seras d'accord avec moi. Bonjour Radio Foot International, bonjour à Annie. Je vais adresser un carton vert à un club africain qualifié pour la finale de la Coupe de la CAF. Carton vert aussi bas, c'est qui est en train de grandir. Donc je leur souhaite bonne chance pour la finale, particulièrement aux 2 Camerounais qui jouent, Lionel Ateba et Chez Malone. Merci, bonne émission à tous. Bonjour Radio Foot, c'est Emad Badjata depuis le Congo Brazzaville. J'ai 2 cartons verts. Le premier pour le PSG pour sa victoire contre Arsenal. J'espère cette année c'est la bonne. Et le deuxième carton vert c'est pour RFI, qui nous a permis de suivre le match en direct. Parce que nous, à l'intérieur du pays, pas de télévision, mais avec RFI, c'était bon. Eh bien, chers auditeurs de Brazzaville, je peux vous dire que mercredi soir, ça sera encore une soirée Ligue des Champions sur RFI. On retransmettra le match entre le PSG et Arsenal. Et puis la veille, on sera de toute façon en double émission. Vos cartons, les amis, il y a beaucoup de verts aujourd'hui. Allez, Benjamin, à vous. Mais oui. Regardez, on a même des photos d'archives. Comme une évidence, carton vert. Oh, oh là 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 là. Beau gosse, hein. Carton vert au FC Lorient. Le FC Lorient, bon, comme on voit sur les images, hein, un club où j'ai eu la chance de défendre les couleurs, qui va retrouver la Ligue 1 à l'issue de la saison. Il a déjà validé son ticket pour la Ligue 1 la saison prochaine. Maintenant, il reste un objectif. L'objectif, c'est de terminer premier. Pour avoir discuté avec le président tout récemment, il est très content. Je pense que c'est important pour que ce club-là retrouve la Ligue 1, qui était descendu la saison dernière. Ouais. Carton vert à eux, en espérant que la saison prochaine soit aussi remplie de victoires. Ça se passe bien. Frédéric Suto. Carton vert. On les remercie, Papy Ronaldo là, et Papy Messi, parce que pendant 15 ans, ils gagnaient des trophées, à toi, à moi, les ballons d'or, Real, Barça, mais ils continuent. Là, c'est la phase du déclin. Hein. On approche la quarantaine, mais la même semaine, ils se font éliminer tous les deux
en demi-finale de leur Ligue des Champions. L'Inter Miami et Lionel Messi, et hop, terminé, la Ligue des Champions CONCACAF. 5 ans. Et puis Ronaldo et Al-Nassr, il faut aller les chercher dans le désert, Rémi, ça va plus là. Les Japonais sont venus gagner en Arabie Saoudite. Mieux vaut être dans le désert que être sous la neige là-bas. Alors, j'enchaîne, moi je donne un carton vert à Louis Thébault. Louis Thébault Yamaguchi, sa maman est japonaise, il est franco-japonais, c'est le gardien de Kawasaki Frontale et effectivement, il a joué à Riyad avec son club japonais dans une demi-finale où 3 des 4 participants étaient des clubs saoudiens. Lui, il était face au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, il a fait 4 arrêts, Al-Nassr a été éliminé 3-2 et donc après 3 ans en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo n'a toujours pas remporté le moindre trophée. Oh là là. Mais il continue à soigner ses stats. C'était une provocation, Rémi. À qui va votre carton, Rémi? Carton vert à Jan Bissek. Alors, Jan Bissek, c'est un défenseur de l'Inter Milan que tout le monde a vu. Grand de taille, 1m93. Et qui est d'origine camerounaise. Surtout le match qu'il a livré, parce qu'il a réussi à ne même pas se faire déborder une seule fois. C'est fantastique. Mais en même temps aussi, c'est quelqu'un qui est sollicité dans l'équipe nationale du Cameroun. Comment devrait-il venir lorsqu'on sait comment ça se passe au niveau de l'équipe nationale du Cameroun, où on vous menace et tout, et finalement, voilà des joueurs qu'on est en train de perdre comme ça parce qu'ils ne veulent pas de notre mentalité et tout. Comme le dit un proverbe africain, on n'appelle pas un chien avec un gourdin à main. Le carton de Radio Foot International. Alors là, on a ouvert notre carnet rose et notre carton, il est vert, il est blanc, il est un peu tout ça. Nos vœux de bonheur à Rudy Garcia, le sélectionneur de la Belgique, ancien entraîneur aussi de l'OM, qui s'est marié hier à Rome avec sa compagne italienne, qui est une journaliste de sport, elle aussi, Francesca. Ils se sont mariés à Rome, donc hier. Ils étaient pas très loin d'ailleurs de l'hôtel où était l'OM. Il s'est marié avant Domenech. Et c'est incroyable. Ils ont déjà d'ailleurs une petite fille qui s'appelle Sophie. Ils étaient à l'hôtel juste à côté des joueurs de l'OM. Exactement. Et c'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup les amis de nous avoir distraits avant de partir en week-end et avant d'assister à tous les matchs du week-end en championnat. Merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine.